Puisqu'on est entre nous, on va essayer de briser les dogmes, c'est-à-dire de chercher à réfléchir de manière différente et de manière intégrative, alors que notre formation pour obtenir nos diplômes a été une formation fragmentée. On nous demandait de choisir notre camp de façon à pouvoir apprendre le moins de choses possible et avoir nos diplômes quand même. Alors que l'intégration des données, la pensée complexe, comme dit quelqu'un qui est très bien accueilli à Nantes et dans le reste du monde, nécessite d'intégrer des données différentes au lieu de les exclure. Alors, il faut se méfier des certitudes. Dans la vie, quels sont les gens qui ont le plus de certitudes dans la vie? C'est les enfants, parce qu'ils ont tout à découvrir. C'est le seul moment où on a des certitudes. Après, on nuance. C'est les ignorants. Moins on a de connaissances, plus on a de certitudes. Et c'est les fanatiques qui, eux, ont une certitude, c'est la voix du chef. Alors, l'idée qui va organiser mon exposé, c'est que moi, j'ai une certitude, c'est de n'avoir aucune certitude. Alors, voilà l'état d'esprit qui organise mon exposé. On va donc passer ensemble, d'abord pendant un bon morceau de temps sur la biologie, ensuite on passera un autre morceau de temps sur la psychologie, et enfin, on parlera de choses sérieuses. Alors, on va commencer par la psychologie, c'est-à-dire que un ancien, William James, proposait de faire la différence. William James était un des fondateurs de la psychologie, fin 19e, et il proposait de faire la différence entre je et moi. Je suis sujet de mon action, je suis sujet de mes pensées, je suis sujet de ma parole. Alors que moi, je me fais une représentation de moi. Moi, c'est donc dans la représentation, alors que je, c'est dans l'action, dans l'émotion, dans la réflexion. Alors voilà, j'ai réussi ici à photographier j'ai réussi à photographier je, c'est-à-dire c'est tel que je suis dans le réel, et je me vois à peu près tel que vous me voyez, parce que je suis dans le réel. Mais j'ai réussi aussi à photographier mon moi, c'est-à-dire l'idée, l'image que je me fais de moi, et cette image, la voilà. Alors, je ne sais pas quelle est l'image la plus qui me ressemble le plus. Personnellement, j'ai tendance à penser que c'est celle-là, mais vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis. Alors voilà ce qui va organiser mon exposé. Je suis dans le réel, je suis sujet de mon action, mes émotions, mes paroles, et pourtant, je est non conscient. Je est non conscient, je ne prends pas conscience des molécules qui me gouvernent, je ne prends pas conscience de mon système nerveux qui se met à fonctionner quand je parle avec vous, je n'en prends pas conscience, et pourtant je suis sujet de mes émotions et de mes actions. Alors que dans moi, c'est une hyper-représentation, c'est la représentation hyper-consciente de l'idée que je me fais de moi. Alors, si je commence cet exposé par cette réflexion philosophique de haut niveau, c'est pour suggérer l'idée que c'est Descartes qui nous a fait le coup de nous séparer le je de mon corps avec le moi de mes représentations. Mais ce clivage est cartésien, parce que Spinoza, lui, disait il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que entre j'ai besoin d'un cerveau, j'ai besoin d'une relation pour me construire une image et des mots qui me représentent. Donc il n'y a pas de raison de faire une séparation entre le corps et l'âme. J'emploie le mot âme au sens
laïque du terme au sens freudien du terme, c'est-à-dire le monde intime de mes représentations qui ne sont pas matérielles. Donc c'est métaphysique, puisque c'est pas matériel, mais c'est l'âme au sens laïque du mot. Mais il faut se méfier des mots, parce que les mots passent leur temps à dériver et à changer de signification au gré des rencontres et au gré des cultures. Et j'ai chez moi des textes de prêtres du XVIIe et XVIIIe siècle parlant de l'âme des bêtes et même de l'âme des insectes. Parce que à cette époque-là, on pouvait parler de l'âme dans une conception totalement mécanique. Un peu que ce qu'a fait Freud, quand il parlait du modèle thermodynamique du monde psychique. Donc ça veut dire que les mots dérivent tout le temps et prennent des significations différentes tout le temps au gré des époques. Mais si vous acceptez de ne pas faire de différence, ou plutôt de faire une différence entre je et moi, sans faire d'opposition, au contraire même, c'est l'idée que je vais vous proposer, c'est qu'il y a une constante synchronisation entre ce que je sens de moi et ce que je me représente de moi. Donc c'était des raisonnements qui ne sont pas tout à fait académiques, mais c'est ceux que je vais vous proposer. Alors, le problème, c'est que je est une mémoire, essentiellement une mémoire du corps. C'est la mémoire, soit la mémoire de travail, où ai-je mis mes clés? Voilà, ça c'est la mémoire de travail. Où sont mes lunettes? Je ne me rappelle pas où j'ai mis ma voiture. Voilà, ça c'est la mémoire immédiate. Et la mémoire procédurale, c'est la mémoire qui s'inscrit dans notre cerveau et qui ne donne pas de souvenirs. C'est-à-dire, j'ai appris à faire du vélo, mais je ne me souviens pas où j'ai appris ni comment j'ai appris à faire du vélo. Et pourtant, mon corps a appris. J'ai un accent français parce que ma personnalité s'est développée en France, mais si j'étais né dans un autre pays et si j'avais appris à parler français, j'aurais l'accent de mon pays d'origine tout en parlant français. Et ça, c'est la mémoire du corps, c'est-à-dire la contraction des muscles, de la bouche, de la langue, du pharynx, du diaphragme. C'est cette mémoire du corps qui fait qu'on a un accent et que après l'âge de 8 ans, il est très difficile de se débarrasser de cet accent. On garde toujours une petite empreinte de la mémoire procédurale, et pourtant j'ai une mémoire, et pourtant je n'ai aucun souvenir du lieu ni du comment j'ai appris à parler. Alors on va passer maintenant quelques minutes dans la biologie. C'est-à-dire que il y a dans cette salle 15% des gens qui sont des petits transporteurs de sérotonine, qui est une substance, un neuromédiateur, qui passe d'un neurone à l'autre. Si on sécrète beaucoup de sérotonine, on est paisible, on est tranquille. Et si on sécrète peu de sérotonine, on a des émotions, pour un rien, on sursaute. 15% des gens dans cette salle sont des petits transporteurs de sérotonine. C'est-à-dire que si vous leur parlez gentiment, ils pleurent. Si vous les grondez, ils pleurent. Vous leur offrez un bouquet de fleurs, ils pleurent. Vous les invitez au restaurant, ils pleurent. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux parce qu'ils sont hypersensibles à tout du monde. Et pour eux, tout est un événement, c'est pas une maladie. C'est merveilleux parce qu'ils sont le contraire d'indifférents. Tout les touche, tout leur plaît, tout les amuse, parfois tout les blesse. Mais si ces gens-là vivent dans un milieu stable, toute leur vie, ils vont être émus par la poésie, par le théâtre, par l'opéra. C'est une merveilleuse maladie. Mais ces gens-là, si on les met dans un milieu difficile, de guerre, de précarité sociale, le même déterminant génétique, qui était un facteur d'émotion et de sensibilité dans un contexte en paix, le même déterminant génétique devient un facteur de vulnérabilité dans un contexte où il vaut mieux être dur au mal et bagarreur. Donc, il n'y a pas de programme génétique. Cette notion est un non-sens total, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de déterminants génétiques. Il y a des déterminants génétiques, notre sexe est génétiquement déterminé.
la couleur de notre peau est génétiquement déterminée. 7000 maladies sont génétiquement déterminées. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi de la condition humaine? Presque rien. Je n'ai pas parlé de l'épigenèse, c'est-à-dire de la manière dont le milieu gouverne notre développement avant même la fécondation. C'est-à-dire que là, vous allez vous remarquer, vous avez remarqué à gauche, on a réussi à prendre une photo d'Œdipe à un stade très précoce de son développement. C'est-à-dire au moment où le spermatozoïde de Laios allait rentrer dans l'ovule de Jocaste, on était là, on a photographié, et voilà ce que ça donne. Or, si le pH vaginal de Jocaste avait été alcalin à cause de la nourriture, à cause des émotions, eh bien, c'est un spermatozoïde X qui aurait été encouragé à rentrer dans l'ovule de Jocaste, et ça aurait donné XX, qu'on aurait dû appeler Œdipette. Alors que, comme elle avait un pH probablement acide, c'est un chromosome Y qui a été encouragé, qui est rentré dans l'ovule de Jocaste, et ça a donné Œdipe. Et bien sûr, ce que je viens de dire est faux, parce que si un chromosome, si un spermatozoïde entre dans un ovule, ça donne un mâle ou une femelle, mais pour donner Œdipe, il fallait qu'il y ait une histoire. Donc c'est deux niveaux totalement différents et pourtant totalement intégrés. On n'a pas le choix entre la biologie et le récit, il y a les deux qui s'intègrent de manière un peu différente. À l'inverse, si on a un milieu qui sélectionne, qui a besoin d'hommes et de femmes bagarreuses, à ce moment-là, il vaut mieux être un gros transporteur de sérotonine. On sera moins ému par les fleurs, par l'opéra, mais on sera plus adapté à un contexte de bagarre. Donc là encore, je fais une interaction, une intégration entre ce qu'on est et ce qui est. Alors, on voit que cette manière-là de réfléchir intègre d'autres données de manière constamment développementale. Voilà, ça c'est un rat qui a bien connu Jacques Cosnier, dont on parlait tout à l'heure. Et Cosnier, en entrant des gens dans la salle l'ont sûrement connu. Il était prof, il est prof émérite encore à Lyon. Et il entrait dans son laboratoire, il y avait 2 cages de rats enceintes. Il tapait sur une cage, les rats partaient en courant affolés de tous les côtés, et il faisait une offrande alimentaire à l'autre cage de rats. C'était toute la méthode expérimentale. Et puis je pense qu'il devait dire des mots gentils aux rats qu'il caressait, à qui il faisait une offrande alimentaire, alors qu'il devait insulter les rats qui l'effrayaient. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est que ce rat, et tous les rats dont la mère avait été stressée par le grand expérimentateur qui est Jacques Cosnier, ont mis au monde des petits rats qui sursautaient à la moindre information. Alors, il avait pris un sifflet dont il déterminait la longueur du coup de sifflet, l'intensité, les basses fréquences, les hautes fréquences. Il en avait fait un objet de stress. Et quand la mère avait été stressée, le moindre coup de sifflet faisait sursauter les petits qu'elle avait mis au monde, qui convulsaient parfois, souvent, jusqu'à en perdre connaissance. Alors que les rats dont la mère avait été caressée, avec qui on avait gentiment parlé, il fallait siffler très fort et très longtemps pour leur faire perdre connaissance. Et ça a été un des premiers à montrer que l'histoire de la mère participait à l'acquisition des développements du petit. Alors maintenant, c'est largement confirmé par des dizaines de publications réfutables et réplicables, mais on constate maintenant que dans les pays en guerre, par exemple, où beaucoup de femmes enceintes sont stressées par la guerre, ou dans des pays en paix, où beaucoup de femmes sont stressées par la précarité sociale, qui est un stress de tous les jours, répété tous les jours,
le frigidaire est vide, comment je vais faire pour emmener les enfants à l'école. Donc ces stress répétés de tous les jours font que ces femmes rendues malheureuses par leur histoire, par leur mari, par la guerre, par la précarité sociale, mettent au monde des enfants qu'un rien met en alerte et qu'un rien traumatise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de barème de traumatisme parce que si votre mère a été sécurisée par son histoire, par son mari, par son propre développement, par par l'aventure sociale, etc., les enfants seront forts et paisibles. Si la mère a été stressée par son histoire, par son mari, etc. Je souligne ça pour dire que c'est ce qui provoque le stress, ce qui transmet un stress à l'enfant, c'est pas la mère, c'est le malheur de la mère. Je souligne, ça peut être son histoire, son mari, la guerre. C'est pas pareil du tout. Mais statistiquement, quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc ça veut dire que... Et vous l'avez remarqué, vous aussi. Donc ça veut dire que c'est elles qui portent les enfants. Donc si c'est elles qui transmettent quelque chose, ou plutôt c'est leur bonheur, leur bien-être ou leur malheur qui transmet quelque chose. Alors on voit donc que déjà l'histoire de la mère intervient et participe au développement des enfants qu'elle met au monde. Mais on voit aussi que la culture joue un rôle énorme parce que quand on fait des études populationnelles, on constate que quelle que soit la population, il y a 1% de roux. C'est-à-dire que là, il y a un déterminant génétique, 1% de roux, quelle que soit la population, sauf chez les juifs ashkénazes, où il y en a 6%. Le déterminant génétique existe, et s'il y en a 6% chez les juifs ashkénazes, c'est à cause des persécutions, des pogroms qui ont augmenté, qui ont nécessité la solidarité, qui les ont obligés à rester ensemble et qui ont réalisé une situation d'endogamie, ce qui fait que le gène des poils roux s'exprime plus dans cette population que dans la population générale, à cause d'un déterminant idéologique, à cause d'un déterminant politique. Alors là, on est vraiment dans la pensée complexe. Là, on est vraiment obligé d'intégrer des données, d'intégrer les données différentes. Mais il faut que cette intégration reste cohérente. Tout à l'heure, je parlais avec les étudiants que même le climat joue un rôle dans l'organisation de notre manière de vivre ensemble. Et je citais Jean-François Dombremet, qui était prof à Lyon, et qui avait été sur les pentes de l'Himalaya. Et dans les plaines, avant la mousson, il y avait de l'eau partout, des fruits partout, aucun danger. Donc, comme il n'y avait aucun danger, les enfants couraient partout, ils dormaient là où ils avaient sommeil, ils tombaient par terre, ils buvaient de l'eau buvable, il y avait des fruits partout, il n'y avait aucun danger. La mousson arrive, il faut monter sur les côtes de l'Himalaya, et là, il faut mettre les animaux dans des étables. Donc, il faut rassembler du fourrage. Donc, il faut mettre des parevents. Donc, il faut déjà qu'une culture de contrainte apparaisse, parce que sinon, les animaux ne mangent pas, ou tombent malades, ou se perdent. Donc, on voit apparaître des rituels d'interaction sociaux. Et une partie du groupe monte plus haut encore avec les yaks sur les hauteurs de l'Himalaya, et là, le moindre manquement au rituel provoque la mort. La mort d'une bête, pas de lait, pas d'animaux de trait, la mort d'un enfant ou la mort d'un adulte, bien sûr, ce qui est aussi très grave. Et là, les rituels deviennent très autoritaires parce que le moindre manquement à un rituel social, c'est la mort. Et puis le même groupe redescend et on voit le même groupe, les rituels se désindividualisent, deviennent de moins en moins impératifs, et quand le même groupe humain arrive à nouveau dans les vallées en bas, avant la mousson, c'est plus la peine d'être autoritaire, et si on est autoritaire dans un contexte en paix, c'est plus l'autorité, c'est de l'autoritarisme.
Et à ce moment-là, les enfants le prennent mal et se rebellent. Le même groupe remonte, et là, ils acceptent l'autorité. Le même groupe descend, et là, ils refusent l'autorité. C'est-à-dire qu'on voit que même notre manière de vivre ensemble est gouvernée par des déterminants hétérogènes, génétiques parfois, même si on sait que les gènes disent très peu de choses de la condition humaine, ils existent quand même. C'est-à-dire que là, il y a des déterminants génétiques, mais l'homme n'est pas génétiquement déterminé, puisque notre sexe est génétiquement déterminé, mais toute notre condition humaine n'est pas génétiquement déterminée. Donc on voit que là, on a besoin de déterminants hétérogènes, la génétique, la biologie, le cerveau, la relation, la culture et même le climat. Et c'est la convergence de ces déterminants hétérogènes qui fait qu'on accepte, on s'intègre dans une culture ou au contraire, on ne s'y intègre pas. Alors tout à l'heure, ce matin, avec les étudiants, on parlait beaucoup d'inceste. Et j'avais fait un travail, Alicia Rebuffel, avec qui je travaillais, avait fait un travail sur des jeunes mères qui avaient été victimes d'inceste et qui, plus tard, avaient choisi leur mari et en avaient fait un père. Et j'avais dit à Alicia, essaye d'observer quel est le comportement de ces jeunes mères quand on leur présente leur bébé pour la première fois. Alors là, on a fait beaucoup de travaux remarquables qui sont nobelisables. Il y a eu 2 prix Nobel en France ces derniers temps. Je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas eu un 3e, parce qu'on a fait un travail remarquable où quand les femmes mettaient au monde un bébé, on demandait à la sage-femme de noter la première phrase quand on présentait le bébé. Alors la première phrase, généralement, c'est une onomatopée. Oh! Alors ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est une recherche d'inscription du bébé dans sa filiation. Oh, il a de grands pieds, il sera footballeur comme son père. Ou alors, oh, elle a un petit nez, ça sera le nez de sa grand-mère. Tu parles, le bébé, il a la grand-mère. Mais ça fait rien, c'est sympathique comme tout. Parce que ça veut dire qu'on inscrit le bébé, on l'accueille et on l'inscrit dans une filiation. Donc déjà, on introduit la culture dans la manière dont on parle autour du bébé, on l'accueille, on l'inscrit. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours des phrases heureuses, parce que les conditions de vie ne sont pas toujours heureuses. Et j'ai eu à suivre une dame qui met au monde un bébé. Et sa première phrase est une phrase qui paraît absurde si on ne connaît pas son histoire. Elle met au monde une petite fille, la sage-femme arrive, lui présente le bébé en disant « Regardez comme elle est mignonne », et la mère fond en larmes en disant « Elle est mignonne, c'est affreux ». Cette phrase est stupide si on ne connaît pas l'histoire de la mère. Et si on connaît l'histoire de la mère, on découvre que son premier-né est un garçon à qui il manquait un bras. Et que, comme souvent dans ces cas-là, elle a surinvesti affectivement le petit garçon, qui a eu sa niche affective sécurisante, dynamisante, et qui s'est bien développé malgré le manque d'un bras. Et que la deuxième fille, le deuxième bébé, cette petite fille malheureusement mignonne, arrivait au bras, et tout ce qu'elle faisait était interprété comme un préjudice par la mère. Toi, t'as pas besoin de pleurer, toi, t'as tes 2 bras, regarde, lui, il pleure pas, et pourtant il a qu'un bras. Et tout ce qu'elle faisait, tout ce que faisait le bébé, provoquait la mise à distance de la mère, et les études sur l'attachement montrent que le dismissing attachment, c'est-à-dire l'attachement qui tient à distance, organise une niche affective froide, appauvrie, qui ne stimule pas les neurones préfrontaux du cerveau. Raisonnement complexe, c'est-à-dire que l'histoire de la mère, ou plutôt l'histoire qu'elle avait pourtant compensée, le bébé garçon s'est très bien développé, et la petite fille est devenue une jeune femme en difficulté. C'est-à-dire que l'histoire de la mère attribue une signification particulière au bébé, qui organise les interactions autour du bébé, qui fait que le petit garçon
a eu une niche affective sécurisante et dynamisante, alors que la petite fille a eu une niche affective pauvre et rejetante. Les deux enfants n'avaient pas la même mère. Pas du tout la même mère. Donc là, j'ai tenu un raisonnement complexe et surtout, j'ai dit que le fait d'avoir une niche sensorielle appauvrie à cause de l'histoire de la mère ne stimule pas les neurones préfrontaux du bébé qu'elle vient de mettre au monde et qui pourtant est un bébé totalement sain. Sauf que il n'a pas la niche sécurisante et dynamisante à cause du malheur de la mère. Alors, Alicia Rebuffel avait constaté que quand ces femmes qui ont été victimes d'inceste et qui ensuite ont mis au monde un bébé avec l'homme choisi, toutes avaient peur du bébé. Et Claude, alors nous on avait fait un travail méthodologiquement pas très bien fait, mais Claude de Tichet et Joël Liguezolo ont refait à Nancy ce travail, et eux ils ont refait avec une vraie méthode, une population, une comparaison, des analyses comportementales, des éthogrammes, des postures, des mimiques, des flux verbaux, et ils se sont servis d'une méthode éthologique pour rendre observable ce que nous, on avait suggéré mais pas vraiment démontré, alors qu'eux ils l'ont démontré. Ces femmes qui ont été victimes d'un crime répété pendant plusieurs années de leur enfance, même quand elles mettaient au monde un bébé avec l'homme choisi, avaient peur du bébé qu'elles venaient de mettre au monde. Et quand on parlait avec elles, elles se tenaient à distance. Elles avaient peur du bébé. Et quand on parlait avec elles, elles disaient « c'est un garçon, donc ce sera un violeur » ou « c'est une fille, donc elle sera violée ». C'est-à-dire que le malheur de leur enfance attribuait au bébé une signification qui venait du malheur de la mère, je n'ai pas dit la mère, hein, qui venait du malheur de la mère, qui fait que ces enfants avaient une niche pauvre et des systèmes préfrontaux mal stimulés à cause du malheur de la mère. Alors ça, c'est un raisonnement totalement complexe. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ces stéréotypes qui nous entourent ne sont pas intégrés. Par exemple, il n'y a pas longtemps encore, il y avait des intouchables en Inde, il y en a encore, hein, mais ils sont en train de changer leur condition sociale. J'insiste là-dessus, c'est que ce que je viens de dire est déterminé, mais ce n'est pas du tout un destin inexorable. La preuve, c'est que dès que Alicia Rebuffel, l'éducatrice qui a fait le premier travail, dès qu'elle a une excellente relation avec ses jeunes mères, dès que la mère était effrayée par son bébé, elle est raide, elle se tient à distance. Alicia arrive, elle avait pour consigne de se mettre près de la jeune mère et dans un premier temps d'essayer de ne pas dire un mot. Et nous, on observait les comportements. La mère a peur, Alicia s'approche, ne dit pas un mot, met la main sur l'épaule, prend l'avant-bras ou prend la main. Dès que la mère a été sécurisée par Alicia, avec qui elle avait une bonne relation, exactement comme nos bébés, dès qu'elle a été sécurisée, elle a découvert le petit bonhomme et la petite bonne femme qui étaient là, et hop, elle a éprouvé le plaisir de s'en occuper. C'est-à-dire que c'est dans son histoire, ce n'est pas du tout une destinée fatale. C'est-à-dire que nous, on peut toujours remanier, plus ou moins bien. Parfois c'est beaucoup, parfois c'est peu, mais on peut remanier. Alors que si on abandonne, alors là c'est sûr qu'il n'y aura pas de remaniement. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Si on dit, avec ce qui a été dit, ce que j'ai entendu, hein, oh, avec ce qui lui est arrivé, elle est foutue. Comment voulez-vous qu'elle s'intéresse au bébé avec ce qui lui est arrivé? C'est des phrases qui tuent. C'est-à-dire que dire ça à une jeune mère qui a eu une tragédie dans son enfance et lui dire « Oh, vous savez, vous êtes foutu, comment voulez-vous vous remettre d'un crime pareil ?» C'est une condamnation qui s'ajoute à l'agression. Alors on voit que cette manière de raisonner, mais on a malheureusement une mémoire, c'est-à-dire que ces intouchables qui sont en train de remanier leurs conditions sociales,
J'ai eu l'occasion d'entendre une mère intouchable, très attachée à son petit garçon, et qui tendrement lui parlait en lui disant « ma petite ordure adorée ». C'était une intouchable. Elle avait complètement intériorisé son statut d'intouchable et ils n'ont pas le droit de se baigner en amont. Alors qu'en Inde, se baigner, c'est quand même une activité sacrée, importante. Or, elle n'avait pas le droit de se baigner en amont parce que l'eau aurait touché le corps des non-intouchables qui se situaient en aval et ils auraient été souillés. Et la plupart avaient accepté, intériorisé cette valeur. Ben oui, nous, on est des intouchables, on vit dans les ordures, ma petite ordure adorée, on est nous-mêmes des ordures. Mais c'est pas du tout inexorable. La preuve, c'est qu'un Anglais, un jour, a adopté un petit garçon intouchable, l'a emmené en Angleterre, il a fait des études de médecine, il est revenu, je crois que c'est à Bombay, j'en suis pas sûr, il est revenu en Inde et il a dit aux autres intouchables, mais vous savez, ce qui nous arrive à nous les intouchables, c'est dans notre histoire, c'est pas du tout une fatalité. Et à ce moment-là, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'intouchables qui font de la politique, qui font des études et qui sont de moins en moins intouchables. Ils avaient intériorisé dans leur mémoire un récit, un stéréotype, un préjugé qu'ils avaient intériorisé. Nous, on est des ordures. On ne peut pas se baigner en amont. Et nos enfants sont des ordures qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup ces ordures, mais ils sont comme nous. Ce sont des ordures. Alors, voilà ici des images que je montre souvent. C'est-à-dire que là, j'ai dit tout à l'heure, avec le travail de Rebuffel, de Tichet, d'Iguezolo, on montre comment la niche est appauvrie pour des raisons de représentation dans la tête des parents. Or, quand un malheur arrive, la mère, le père, l'éducateur qui est là, devient la plaque tournante qui exprime et qui traduit pour l'enfant le malheur. Et ça, c'est une situation de Tronic que j'ai revue il n'y a pas longtemps à Vienne, faite dans des conditions un peu plus violentes que ça, mais voilà ici de quoi il s'agit. En haut, à gauche, vous voyez que la mère et l'enfant ont pour consigne d'interagir. Faites ce que vous voulez, madame, vous avez le bébé, faites ce que vous voulez. Alors, le bébé a quelques mois, la mère, au début, elle est là, et puis elle s'ennuie, il y a un petit bonhomme à côté qui gazouille, et hop, une interaction s'établit. Et on voit que dans cette interaction, il y a des synchronies mimo-gestuelles. Et ça vient de l'éthologie animale, c'est-à-dire que ce sont des synchronies mimo-gestuelles. Et quand on passe au ralenti des films, on se rend compte que dans la majorité des cas, c'est le bébé qui a déclenché l'interaction, et c'est la mère qui a interprété l'interaction du bébé et lui a donné sens avec des mots et des réponses comportementales. Alors la première fois que ce travail a été fait, c'était par Trevarten, au CNRS d'Aix-Marseille, et il dit, madame, voulez-vous venir au laboratoire avec votre bébé de 3-4 mois? Et puis, les caméras tournent, et il dit, on doit demander l'autorisation de filmer, et puis il dit, excusez-moi madame, on m'a appelé, je reviens tout de suite. Il s'en va, et il ne revient pas. Et les caméras tournent. Et on voit la mère est là, le petit bonhomme est là, toc, une synchronie mimo-gestuelle apparaît, et le bébé s'ennuie, sollicite sa mère dans la majorité des cas. La mère perçoit le bébé en train de sourire ou de gazouiller ou de bouger ou de taper des pieds, enfin de s'exprimer avec son langage de bébé. Et la mère, elle c'est une jeune adulte qui parle, elle voit son bébé, elle l'interprète et elle lui dit « Ah oui, hein, on serait mieux à la plage. Hein. » Alors le bébé, il est content qu'on lui parle, alors hop, il répond, et hop, on voit une synchronie et un tour de parole. C'est-à-dire que Daniel Stern, à Genève, montre que chez les bébés fortement préverbaux, il y a déjà des tours de parole. Le bébé attend
que sa mère ait fini la phrase, et hop, il reprend son petit babil, et puis la mère attend, et hop, la mère parle, et puis voilà. Et il y a un tour de... Alors, est-ce qu'on peut dire tour de parole? Il y a un tour de prosodie. Le bébé entend la prosodie maternelle, et il entend qu'à la fin de la phrase maternelle, il y a une variation de son qui annonce que la phrase va être terminée. Et le bébé le sent. Alors à ce moment-là, il prend le babil, je ne sais pas si on peut dire comme ça, il prend le babil et il se met à babiller. Et il y a déjà un petit rituel d'interaction qui se met en place entre la mère et le bébé. Et c'est la fête affective, c'est la fête gestuelle, on rigole beaucoup. Sauf que Tronic dit, madame, à un moment, ne bougez plus et arrêtez de gestuer. Et on voit, comme nous l'a appris Antoine Guédonné, que quelques secondes après, le bébé manifeste un comportement de retrait. C'est-à-dire qu'il se jette en arrière parce qu'il n'a plus, son synchronisateur d'émotion n'est plus là. Alors il se jette en arrière et on voit que si l'immobilité continue trop longtemps, le bébé augmente les activités autocentrées et il se met à pleurer. Et bien sûr, l'observation s'arrête à ce moment-là, mais on constate que dès que la synchronie mimo-gestuelle est rétablie, il y a un rebond d'attachement, c'est-à-dire que l'activateur de l'attachement, c'est que la mère ne soit pas constamment à la disposition de son enfant. Et que les séparations, les petites séparations sont nécessaires à condition que le bébé sache que ce n'est qu'une séparation, ce n'est pas un abandon. Maman s'en va, mais je sais qu'elle va revenir. Donc je vais augmenter, je vais prendre mon doudou, comme on disait tout à l'heure, je vais prendre mon doudou qui va représenter ma mère, je vais renifler, je vais sucer mon doudou, parce que je sais qu'elle va revenir, donc je suis un peu malheureux, elle n'est pas là, mais c'est pas grave, elle va revenir. Or, les bébés abandonnés, bon ben alors là, on sait ce que ça donne, c'est la catastrophe, mais les bébés dont la mère est toujours là, eh ben c'est aussi un appauvrissement de la niche sensorielle, donc il est nécessaire qu'elle s'en aille de temps en temps, à condition que le bébé sache elle va revenir et j'ai un doudou pour l'attendre. Donc on voit qu'on rend observable et manipulable expérimentalement des situations, parce que ce qui se passe dans les mères victimes d'inceste, c'est qu'elles ont gardé une trace du malheur dans leur mémoire. Elles ont gardé une trace du malheur, elles ont besoin d'être sécurisées, probablement plus que les autres même. Mais si elles sont sécurisées par leur mari, par la société, par les récits sociaux, qui arrêtent de dire que ces femmes sont foutues, si elles sont sécurisées, eh ben, ça ne veut pas dire qu'elles oublient, mais ça veut dire qu'elles se remettent à vivre. Alors, voilà ici comment maintenant la neuroimagerie et la neurologie fournit des hypothèses et des explications tout à fait bouleversantes. Et comme d'habitude, on ira trop loin, on va trop interpréter la neuroimagerie qui est déjà passionnante, mais on va trop l'interpréter. J'ai déjà vu, Bustani m'a envoyé un article la semaine dernière, un article américain, parlant de la zone cérébrale de Dieu. Donc, et il paraît, là je ne sais pas, il paraît que en Inde, il y aurait eu des neuroimageries, parce qu'en Inde, il y a des écoles médicales qui sont de top niveau, et il y aurait des juges auraient demandé une neuroimagerie et ils auraient découvert la zone du mensonge. Alors voilà. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller trop loin, mais pourtant c'est intéressant à condition de savoir ne pas s'arrêter, de ne pas aller trop loin. Alors je reprends la situation d'un quelqu'un, un enfant, un adulte, même une personne âgée, qui se retrouve en situation d'isolement sensoriel parce que sa mère est morte, parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle déprime, etc. Alors on voit que les fibres préfrontales ne sont plus stimulées, c'est-à-dire que l'arborisation préfrontale s'arrête et les fibres se couchent. On a l'impression qu'il y a une atrophie, mais c'est une fausse atrophie, parce qu'il suffit de réorganiser le milieu pour que les fibres préfrontales se redressent et que cette pseudo-atrophie disparaisse. La forme du cerveau dépend de la structure du contexte.
Et pourtant, quand les fibres préfrontales sont atrophiées, toutes les informations arrivent au circuit limbique, hippocampe, de la mémoire et des émotions, qui arrivent ici à une amygdale, c'est-à-dire une amande, qui est le socle neurologique des émotions. Ce qui veut dire que lorsque la personne qui portait ce cerveau, elle était génétiquement saine, neurologiquement saine, tout allait bien. Sauf qu'un malheur arrive dans sa vie, un malheur environnemental arrive dans sa vie. Il y a la guerre, les parents disparaissent, il y a une violence conjugale, il y a un malheur contextuel ou malheur passé qui est inscrit dans la mémoire, et la niche sensorielle de l'enfant est appauvrie, et les fibres préfrontales se couchent, et elles ont pour fonction d'inhiber le fonctionnement de l'amygdale. Et si les fibres préfrontales se couchent, l'amygdale n'est plus inhibée. La moindre information devient pour l'amygdale une alerte intense. Ce qui veut dire que, pour quelqu'un qui a un tel cerveau, le moindre événement est un trauma. Alors que pour quelqu'un qui est sécurisé ou qui a été sécurisé, c'est inscrit dans sa mémoire et dans le fonctionnement de son cerveau, la même information est une invitation au jeu, une affirmation à l'exploration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir de relation de causalité, c'est pour ça qu'on constate l'étonnante inégalité des traumas. Ce qui va détruire l'un va intéresser ou amuser son voisin, ou même il ne va même pas s'en rendre compte, alors que l'un va être complètement détruit. Tout le monde est dans la vérité, puisqu'ils le sentent, ils le savent bien qu'ils sont détruits, ou au contraire amusés. On est dans la vérité, mais on n'est pas dans la causalité linéaire unique. Il y en a un qui va interpréter le même événement comme un fracas insupportable et l'autre qui va se foutre éperdument du même événement ou même s'en amuser. On voit par exemple, mais quand il n'y a pas, on est contraint à l'événement quand même, parce que s'il n'y a pas d'événement, on ne sait pas qui on est. Et même le trauma peut participer à la constitution de notre identité, et c'est pour ça qu'on voit tant de jeunes se balancer par-dessus les ponts avec un élastique autour de la cheville, parce que il crée un événement extraordinaire, et ils peuvent raconter ensuite, oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur, et pourtant j'y suis allé, qu'est-ce que je suis courageux. Sans compter que maintenant, les neurobiologistes nous expliquent que quand il y a un stress un peu trop fort, généralement, après les sécrétions de cortisol nécessaires pour affronter le stress, il y a des sécrétions d'ocytocine et d'endorphine qui expliquent que les stress, les épreuves, sont souvent euphorisantes. Et c'est pour ça qu'on voit que tous ces gamins qui se balancent par-dessus des ponts, qui vont se mettre à l'épreuve, après, ils sont euphorisés. Enfin, quand il y avait l'élastique. Là, ils sont... Sinon, donc, ça veut dire qu'on a renoncé, comme le disait Edgar Morin, il faut renoncer aux causalités linéaires exclusives. Alors voilà ici une publication citée par Le Bihan, et qui a fait des neuroimageries aux chauffeurs de taxi londoniens. Ils doivent, avant de passer leur licence de chauffeur de taxi, ils doivent prendre le vélo et se balader dans Londres. Ensuite, ils passent les épreuves et s'ils sont reçus, ils peuvent prendre un taxi, mais ils sont toujours obligés d'anticiper le trajet qu'ils vont faire. Ah ben pour aller là, il vaut mieux passer là, là il y a un pont, là c'est bloqué, je vais passer par là. Et ils ont donc tout le temps un acte d'anticipation. Et lorsque on leur fait une résonance magnétique nucléaire après quelques années de métier, tous les chauffeurs de taxi londoniens ont un système hippocampique. Ils ont un système hippocampique hypertrophié. C'est-à-dire que le simple fait ils ont entraîné leur cerveau, et le simple fait d'avoir à anticiper
le simple fait d'avoir à imaginer le trajet qu'ils vont faire stimule leur circuit de leur mémoire et leur apprend à contrôler leurs émotions. Alors que lorsque le même travail a été fait avec les chauffeurs de bus, et les chauffeurs de bus, eux, ils n'anticipent rien, ils ont un trajet à faire, ils s'arrêtent, ils recommandent. Il n'y a pas d'hypertrophie du système limbique chez les chauffeurs de bus, alors qu'il y a une hypertrophie du système limbique chez les chauffeurs de taxi londoniens, et que chez les enfants abandonnés, il y a une atrophie du système limbique, donc des trous de mémoire extraordinaires, parce qu'ils ont été abandonnés, donc il n'y avait pas de relation, donc il n'y a rien à mettre en mémoire. Tout ce que j'ai dans ma mémoire, c'est ce que vous y avez mis. Nos amusements, nos disputes, nos conflits. Je suis rempli, ma mémoire est remplie de notre relation émotionnelle. Alors là, ça change vraiment, c'est pas du tout ceux qui ont une bonne mémoire, ceux qui ont une mauvaise mémoire. C'est que là, vraiment, on est vraiment dans des interactions complexes. Et ça pose en plus un énorme problème, c'est que lorsque chaque terre a demandé « Monsieur, Madame, venez au laboratoire, et est-ce que vous acceptez qu'on vous mette la tête dans une casserole ?» Certains appellent ça « scanner ». Alors, donc on met la tête dans une casserole, ça fait un bruit. Monsieur, est-ce que vous voulez essayer d'imaginer ce que vous allez faire dimanche prochain ? Dimanche prochain, hop, le cerveau est gris, consomme pas d'énergie. Dimanche prochain, qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui, dimanche prochain, je vais aller à la pêche. Toc, la zone occipitale, la zone qui traite les images, consomme de l'énergie. Ah oui, et puis je vais lui raconter, toc, la zone temporale gauche, celle qui se prépare à la parole, consomme de l'énergie. L'ordinateur dit, ça passe au rouge, mais ça passe pas au rouge. C'est l'ordinateur qui traduit le dégagement d'énergie, il le traduit en couleur et ça donne une image colorée. Et donc ça veut dire que quand j'ai anticipé ce que je vais faire dimanche prochain, mes deux lobes préfrontaux sont gris, hop, ils passent au rouge. Mon lobe occipital est gris, toc, il passe au rouge. Mon lobe temporal est gris, toc, il passe au rouge. Très bien, monsieur, madame, une autre population. Est-ce que vous voulez me raconter ce que vous avez fait dimanche dernier ? Qu'est-ce que j'ai fait dimanche dernier ? Toc, le cerveau est gris. Ah oui, dimanche dernier, j'ai été à la pêche, toc, le lobe occipital. Je vais vous raconter ce que j'ai, toc, le lobe temporal. C'est-à-dire que, quand je raconte ma vie, je fais un effort d'imagination qui est exactement le même que quand j'imagine ma vie. S'il y a des historiens dans la salle, là, ça va les mettre mal à l'aise. Donc ça veut dire que l'effort d'imagination passe par les mêmes circuits cérébraux que l'effort de mémoire. La mémoire, c'est donc pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. Raconter ma vie, c'est faire un acte de création. Alors, mais c'est faire un acte de création qui entraîne mon cerveau à fonctionner différemment. Alors maintenant, je vais parler de Mario de Beauregard, parce que Mario de Beauregard, malgré son nom, est américain. Et il a fait une méthode très claire, très solidement défendable. Une population de 30 ou 50, j'ai oublié, de plusieurs dizaines de gens qui ont été évalués en dépression profonde. Une deuxième population de gens déprimés. Alors, une première population de gens évalués en dépression profonde, avec les évaluations psychologiques, qui sont des évaluations statistiques, hein, la plupart. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais chiffres mathématiques, c'est pas 3, 14, 116, mais ça donne quand même, c'est des chiffres adverbiaux, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, hein, mais ça permet de ne pas dire n'importe quoi. Mais et monsieur, madame, vous êtes évalué en dépression très profonde, est-ce que vous acceptez qu'on vous passe une résonance magnétique? Est-ce que vous acceptez de faire une psychothérapie autant que vous en aurez besoin, mais au bout de 3 mois, on vous fera passer un contrôle de résonance magnétique. Une cinquantaine de gens acceptent. Deuxième population,
monsieur, madame, vous êtes en dépression profonde, vous refusez qu'on vous offre une psychothérapie et vous acceptez qu'on fasse un contrôle 3-4 mois plus tard. Troisième population, monsieur, madame, vous êtes en parfaite santé, vous êtes heureux de vivre. Est-ce que vous acceptez qu'on vous fasse une résonance magnétique maintenant et une autre dans 3 mois? D'accord? 3 populations. La population où les gens étaient heureux avant et étaient heureux après, il n'y a pas de changement. C'est exactement le même fonctionnement cérébral. La première population où les gens étaient très malheureux, ont fait un travail de psychothérapie, création, imagination, remémoration, un travail de psychothérapie. On voit que après ces 3 mois d'entraînement cérébral, on voit que leur cerveau ne fonctionne plus déjà de la même manière, c'est-à-dire que il y a la partie dorsale du lobe frontal s'est regonflée et consomme de l'énergie. La partie antérieure de l'aire singulaire antérieure se remet à fonctionner de l'énergie, alors que quand ils étaient déprimés, la partie frontale était éteinte et c'était la partie postérieure de l'aire singulaire antérieure qui consommait de l'énergie. Ce qui veut dire que le cerveau a pris l'habitude de fonctionner différemment sous le simple effet. Alors on appelle ça psychothérapie, mais ne me demandez pas ce que c'est. Mais moi je dis c'est l'effort de comprendre, l'effort d'affronter, l'effort de résoudre un problème douloureux par la création, par la relation. C'est un effort c'est un entraînement cérébral. Donc ça veut dire que on voit que le cerveau, dans sa grande plasticité, on peut agir sur le milieu, on peut agir sur la relation qui agit sur notre fonctionnement cérébral. Et qu'ensuite on ne voit plus le monde de la même manière. D'ailleurs, les gens qui sortent de dépression, ce qui est l'immense majorité, après un passage plus ou moins long, mais les gens qui sortent de dépression disent presque tous « je ne vois plus les choses comme avant ». Et c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut dire. Je ne vois plus les choses comme avant, sauf que ils se sont entraînés, ou ils ont rencontré quelqu'un qui les a entraînés. Alors ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un guitariste, ça peut être un sportif, ça peut être des gens qui entraînent à raisonner de manière différente. Et je disais ce matin que j'ai été invité par Adalberto Barreto dans les favelas de la Fortaleza, où il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychologue, mais il y a des sortes de chamans. Et ces chamans sont des illettrés souvent. C'est-à-dire que ceux qui font la psychothérapie dans les favelas de Fortaleza, de Rio ou de São Paulo, où j'ai été, ceux qui font la psychothérapie dans les favelas, c'est des illettrés, comme en France. C'est-à-dire que... Mais ils sont illettrés parce que la vie leur a pas permis d'apprendre, d'aller à l'école, parce que leur culture est comme ça. Ils sont illettrés, ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots. Ils sont illettrés, mais ils ont un sens de la relation, un respect de l'autre, une attention à l'autre que je trouvais admirable. Et Adalberto Barreto dit qu'ils obtiennent d'excellents résultats. Parce qu'ils entrent en relation, ils tutorisent, ils sécurisent, ils stimulent avec ce qui est dans leur culture, ce qui est dans leur esprit et ce qui est dans leur culture. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que pour ce qui est de Mario de Beauregard, il avait fait plusieurs cohortes, plusieurs populations, et quelle que soit la méthode psychothérapique, les résultats sont les mêmes. Qu'il s'agisse de 3-4 mois de psychanalyse, 3-4 mois de thérapie comportementale, 3-4 mois de ce que vous voudrez, c'est les mêmes résultats, parce que ce qui compte, c'est de faire l'effort. Travailler, faire l'effort de s'en sortir, chacun trouve sa méthode. Et d'ailleurs, ça c'est une phrase que j'avais partagée par un débat qu'on avait eu avec Edgar Morin, c'est qu'il n'est pas nécessaire de comprendre pour guérir, pour soigner. Alors,
On peut comprendre des tas de choses sur une maladie ou une souffrance et être incapable de la soigner, parce qu'on n'a pas trouvé le truc qui permet de soigner, alors qu'on comprend des tas de choses, sauf ce qui permet de soigner. Et à l'inverse, on peut guérir, soigner et guérir sans rien comprendre, ce qui implique deux remarques. Première remarque, vous ne soupçonnez pas le nombre d'hommes qui ont été capables de faire un enfant à leur femme sans rien comprendre en gynécologie. Et ils y sont arrivés. Ils ne comprennent rien. Et ça a marché. Donc ça veut dire que le succès thérapeutique ne valide pas la théorie. On peut avoir des théories totalement cohérentes, c'est pas ça qui marche. C'est autre chose qui a marché. Donc c'est pas parce que ça marche que ça valide la théorie. Alors s'il y a des philosophes dans la salle, je pense que mon espérance de vie vient d'être fortement réduite. Mais donc voilà ici ce qui permet de modifier il y a la relation, l'interaction, le travail sur la mémoire et sur les projets, c'est la même chose, le travail, mais il y a aussi les archives. Ces archives, ça peut être des archives de pierre, et pour nous, dans notre culture, c'est des archives de papier, et bientôt ça va être des archives d'Internet, des big data, comme on dit maintenant. Alors, ces archives peuvent aussi modifier, en modifiant la représentation, modifient le sentiment. Le sentiment, c'est pas du tout l'émotion. Je peux déclencher une émotion chez chacun d'entre vous en vous injectant des amphétamines, de l'héroïne, de la cocaïne, du vin. Vous n'aurez pas les mêmes émotions. Pour un sentiment, je suis obligé de modifier vos représentations avec un film, avec un récit, avec une photo, avec une œuvre d'art, un roman, je modifie vos représentations. Et là, j'ai pris pour illustrer l'idée, j'ai été invité il n'y a pas longtemps dans le Vercors, où tous les gens du Vercors sont fiers de la résistance. Ils en parlent beaucoup, c'est très présent, ils ont pas tort, ils ont raison d'en être fiers. Sauf que j'ai eu l'occasion de discuter avec un homme qui était enfant à la Libération, et comme tous les enfants de ce pays, ils sont fiers de la mort de leur père. Leur père est mort dans le réel, il n'est pas mort dans la mémoire. On en fait des récits. On raconte, il y a des archives, il y a des plaques, on fait des mémoriaux, il y a des témoignages, des livres, des photographies. Ils sont morts dans le réel, mais ils ne sont pas morts dans la représentation du réel. Ils sont encore très vivants, très présents. Et donc cet homme qui a mon âge, qui était enfant à la Libération, était très fier de son père qui était mort à la Libération, comme beaucoup des gens de ces pays sont fiers de leur père. Et puis, un jour, une historienne arrive, et maintenant, elle a le droit de fouiller dans les archives des préfectures et des mairies. L'historienne arrive, découvre qu'effectivement, le père de cet homme avait été fusillé à la Libération, mais il avait été fusillé par les tribunaux parce qu'il avait dénoncé tous ses copains de classe qui s'étaient engagés dans la résistance. C'est-à-dire que cet homme qui avait passé toute sa vie dans la fierté de la mort de son père, à la fin de la lecture de l'archive, c'est lui qui était mort de honte. Une archive, une lecture, quelques lignes, on bascule de la fierté à la honte, comme le contraire, comme je l'ai vu chez les Indiens du Pérou, qui depuis qu'ils découvrent leur culture, ils avaient honte d'être Indiens, et ils avaient honte d'être Indiens, alors qu'ils ont été massacrés, ils ont été pillés et massacrés. Et cette déculturation leur avait donné la honte d'être Indiens, jusqu'au jour où un anthropologue américain est arrivé et a fait découvrir des pyramides et la belle culture des Mochicas. Alors, ils m'ont invité, et il y a des gens dans la salle qui ont certainement été au musée Branly pour l'exposition La beauté chez les Mochicas. Mais en fait, entre eux, ils s'appellent les Moches.
mais simplement, on ne pouvait pas donner comme titre La beauté chez les moches. Donc, donc ça s'est traduit. Et en une génération, ils sont devenus fiers parce cet archéologue américain avait modifié la représentation de la condition des Indiens. Mais nous aussi, pauvres Indiens, minables, alcooliques, désespérés, non scolarisés, on vient d'une culture qui était belle. Et effectivement, il y a des bijoux, il y avait une vraie culture que les Espagnols, les colons ont détruite. Et quand les Indiens redécouvrent cette belle culture, ils passent très rapidement de la honte à la fierté, ce qui prouve quand même la plasticité des représentations et la possibilité qu'on a d'agir sur ces représentations. Alors bien sûr, toute théorie est un récit qui doit être cohérent. Ça ne veut pas dire qu'il désigne le réel, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, même si ça marche, ça ne valide pas la théorie. Alors, mais il faut que ce soit cohérent pour que l'autre soit sécurisé. Ces théories cohérentes, c'est nos récits de vie, le récit que je me fais de ma vie, le récit que vous faites de ma vie, et le récit que la culture fait de ce qui m'est arrivé. Et c'est de la convergence de tous ces récits que je peux avoir un récit de moi, un récit impossible à partager parce que vous me faites taire, ou parce que je n'ai pas la force de le dire, ou au contraire un récit partagé, je n'aurai plus le même sentiment de moi si vous acceptez que je partage mon récit. Je vais me sentir réintégré, je vais me sentir enfin accepté, et les stéréotypes, les stéréotypes, les préjugés jouent un rôle dans la structuration de la manière dont on éprouve la manière de vivre. Alors je vais terminer maintenant sur juste deux remarques. Notre culture nous permet d'avoir nos diplômes par la fragmentation du savoir. Et généralement, on s'engage dans une université sur un a priori théorique. J'ai le sentiment a priori théorique que tout notre psychisme est déterminé par la biologie. Donc, avant toute connaissance, je vais m'inscrire en biologie et je vais effectivement accumuler des informations qui vont montrer comment la cocaïne modifie, comment certains médicaments modifient, comment le peyote provoque des hallucinations, etc. Je vais donc confirmer mon a priori théorique, la molécule, les substances modifient le psychisme. Au contraire, j'ai un a priori, un autre a priori théorique. Le cerveau, l'âme, n'a rien à voir avec le corps. L'âme, c'est purement métaphysique, au-delà de la métaphysique. Donc je vais m'inscrire en psycho, je vais m'inscrire dans une autre discipline, en psychanalyse, et je vais mépriser ceux qui croient qu'on a besoin d'un cerveau pour penser. Je vais les mépriser et je vais effectivement confirmer que le fait de parler modifie mes sentiments, le fait d'avoir une base de sécurité autour de moi fait que je me sens différent, le fait que la culture et des récits sur moi qui m'acceptent font que je vais avoir de moi un sentiment différent que si je vis dans une culture qui me récuse, qui ne me croit pas, qui me fait taire. Je vais avoir une discordance entre les récits collectifs et les récits intimes, et je vais être déchiré, je vais me sentir mal. Or, on vit dans une culture qui implique de séparer le savoir, de fragmenter le savoir pour obtenir des postes et des diplômes et des postes. Et je travaille avec un groupe que Martine ne connaît pas sur les personnes âgées, où il y a des gens passionnants dans ce groupe, et notamment, il y en a un qui travaille sur l'éthologie des talapoins à Montpellier. Et les talapoins, c'est les petits singes écureuils qui sont grands comme ça, mais qui ont des dents très pointues. Et on ne peut les manipuler qu'avec des gros gants, tellement ils ont des dents terriblement pointues. Et il nous explique des expérimentations très belles, savoir fragmenté. D'après nos hypothèses, il isole des petits talapoins tout de suite après leur naissance, il les remet dans un groupe et il constate que ce groupe de petits singes écureuils qui ont été précocement isolés vont faire 3 ans après, parce chez les talapoins on devient vieux en 3 ans,
3 ans après, c'est eux qui vont fournir la majorité de ce que nous on appelle la maladie d'Alzheimer, qu'on ne peut pas appeler maladie d'Alzheimer chez un talapoin, mais qui ont des altérations cérébrales, alors que le groupe des talapoins, qui a toujours été sécurisé affectivement et entouré, qui a toujours vécu dans son groupe et qui a pu arriver au grand âge, c'est-à-dire à la 3e année, il n'y a pas de dégénérescence neurologique. C'est-à-dire, donc voilà une démarche expérimentale tout à fait stimulante qui fait qu'on fait partir la vieillesse à partir de la naissance. Et que les processus de vieillissement commencent très tôt. Sauf que, stupeur, un jour, ce gars que j'aime beaucoup, et qui est un vrai scientifique, va voir un ami, Antoine Lejeune, qui travaille avec nous, et lui dit, écoute, d'accord, je travaille sur les modèles animaux de la maladie d'Alzheimer, mais il faut que je t'avoue un truc, je n'ai jamais vu une maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il était spécialiste de la biologie des altérations cérébrales des cerveaux de talapoin, mais il n'avait jamais vu une maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que celui qui avait vu une maladie d'Alzheimer une fois avait plus de connaissances que lui et tout son laboratoire qui travaillait depuis 20 ans sur le processus d'Alzheimer. Alors voilà, finalement, voilà Voilà, ça, j'en ai parlé ce matin, l'effet palimpseste, c'est-à-dire que quand on ne travaille pas à résoudre un trauma, quand on travaille à résoudre un trauma, on ajoute une autre source de mémoire. On a la mémoire de ce qui est arrivé, à laquelle on ajoute la mémoire de ce qu'on a travaillé. J'ai connu la guerre de 40, mais je l'ai raconté, je l'ai écrit, on m'a cru, on m'a pas cru, il y a eu des débats. J'ajoute une autre source de mémoire à la guerre de 40. Et quand j'arrive au grand âge, j'ai travaillé mon trauma, je l'ai élaboré avec des mots, avec des récits. Et à ce moment-là, je peux parler de la guerre de 40 sans pleurer, sans être angoissé. Je n'ai pas oublié. J'ai maîtrisé l'émotion provoquée par le sentiment, provoqué par la représentation. Alors que j'habite près de Toulon, les Toulonnais ont beaucoup souffert de la guerre à cause du sabordage de la flotte par les Français, à cause de l'occupation italienne qui a été bon enfant parce que tous les soldats italiens avaient un cousin à Toulon. Donc c'était une occupation plutôt bon enfant. Ça n'a pas été le cas avec l'occupation allemande qui a été beaucoup plus dure. Les Américains, en bombardant l'arsenal, il fallait peut-être le faire, ils ont tué 3000 Toulonnais. Et puis, surtout, ceux qui ont le plus massacré la ville, c'est les architectes, au moment de la reconstruction de la ville. Là, et ça, c'est indélébile. Or, dans cette population de gens traumatisés qui n'ont pas pu parler, parce qu'ils n'avaient pas la force d'en parler, parce que leur propre famille les faisait taire, parce que la culture les faisait taire, on voit ressurgir la mémoire du trauma comme si ça venait d'arriver. Ils le disent comme ça. Et je citais ce matin l'exemple d'une dame, 84 ans, elle est avec sa fille, elle s'arrête, tu entends? Non, j'entends rien. Mais écoute, c'est un bruit de char, ça. Écoute, c'est le bruit des bottes, c'est le bruit des Allemands. Les Allemands montent dans la maison. La fille dit, mais attends, arrête maman, il n'y a rien, c'est fini, la guerre est finie. La guerre est finie dans le réel, elle n'est pas finie dans la mémoire. Elle est inscrite dans la mémoire. Et si on n'a pas résolu le trauma, ça fait une population qui laisse ressurgir les troubles. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que dans la mémoire, dans la représentation de soi, tout est vrai, comme dans une chimère. Dans une chimère, tout est vrai. Les pattes sont d'un lion, le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle, tout est vrai dans la chimère, et pourtant l'animal est imaginaire. Voilà, j'espère qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté.